Bonjour à tous. Comme promis, nous attaquons cette nouvelle année scolaire avec une leçon consacrée à Sailor Moon. Et pour fêter nos retrouvailles, un nouveau générique qui nous a gracieusement été offert par notre collègue Kerlu de la chaîne Kerlu TV, que vous avez déjà pu apercevoir sur la chaîne en tant que professeur remplaçant dans une leçon spéciale consacrée à Max et compagnie. Merci beaucoup Kerlu pour le générique et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle leçon à l'école du Shoujo. Vous avez lu le titre, donc on va pas jouer le suspense. Aujourd'hui on va parler de Sailor Moon S. Enfin nous y sommes. J'avais tellement hâte. La saison 3, la meilleure saison de Sailor Moon ever. Alors déjà, on va se calmer mais genre direct. On respire à fond. Et on reprend. Pardon, je me suis légèrement emportée. Mais quand même, Sailor Moon S. Vous êtes d'ailleurs plusieurs à nous l'avoir réclamé, donc je suis la joie. Bon, je suis toujours contente de vous parler de Sailor Moon, mais là particulièrement parce que, je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est définitivement ma saison préférée. Justement, essayons de cadrer un peu tout cet enthousiasme débordant. Commençons par les présentations. Sailor Moon S est la troisième saison de l'anime Sailor Moon de 92. Elle adapte l'arc Infini, ou Infinity en VO, qui correspond au tome 7 à 10 du manga de Maître Naoko Takeuchi. Cette troisième saison compte 38 épisodes, et le S du titre est l'acronyme de Super. Pour l'instant, nous allons nous focaliser uniquement sur l'animé, car c'est la saison qui nous a le plus marqué quand on était gamine, et dont on a les souvenirs les plus nets. On parlera des différences avec le manga plus tard. L'arc Infini se divise clairement en deux parties dans l'animé. La saison s'ouvre sur un rêve prémonitoire de Rei, alias Sailor Mars, dans lequel elle voit l'arrivée d'une nouvelle menace, le Silence, qui détruira la Terre et les Sailors. Un nouveau groupe d'ennemis, les Death Busters, entre en scène. Ils sont à la recherche de 3 talismans qui sont cachés dans des cœurs purs humains. Et en parallèle de ça, 2 nouvelles guerrières Sailor mystérieuses font aussi leur apparition, et elles sont également à la recherche des 3 talismans. D'abord une petite explication, parce que dans cette saison, nous suivons l'intrigue à travers 3 points de vue différents. Celui de Sailor Moon et ses amis, celui des méchants, les Death Busters, et celui des 2 nouvelles guerrières Sailor. À chaque épisode, les méchants repèrent un humain possédant un cœur pur, et ils envoient un démon, dont le pouvoir est d'extraire le cœur du corps, pour vérifier s'il possède un talisman. Le but des méchants est de réveiller le Messie du Silence, qui apportera ténèbres et destruction sur Terre. Le but de Sailor Moon et ses amis est donc d'arrêter les méchants. Logique. Quant à nos 2 nouvelles guerrières Sailor, elles cherchent également à rassembler les 3 talismans. En fait, rassembler les 3 talismans permettra l'apparition du Graal, un artefact renfermant un pouvoir immense. Mais c'est un pouvoir neutre, qui n'est donc pas à mettre dans n'importe quelle main. Les nouvelles Sailor veulent empêcher que le Graal tombe entre les mains des méchants, car la prophétie raconte que donner ce Graal au Messie permettra d'arrêter le silence, alors que donner ce Graal au Messie du Silence, le Messie inversé en somme, décuplera ses pouvoirs de destruction. Et si vous avez bien suivi, rassembler les 3 talismans nécessitera le sacrifice des 3 humains qui les contiennent dans leur cœur pur. Si pour Sailor Moon, il est inenvisageable de sacrifier 3 vies, même si c'est pour sauver tous les autres humains sur Terre, ce n'est pas le cas de nos 2 nouvelles guerrières. Toutes 2 sont prêtes à tout pour réussir leur mission et sauver la Terre, à sacrifier la vie de 3 innocents comme leur propre vie. Vous l'aurez compris, ce qui va nous intéresser en ce début de saison, c'est l'apparition des 2 nouvelles guerrières, Sailor Uranus et Sailor Neptune, le duo le plus emblématique de l'univers de Sailor Moon, mais aussi l'un des duos les plus populaires de Magical Girl. Il faut dire qu'on avait déjà été bien teasé dans la saison précédente avec l'apparition de Sailor Pluton, qui laissait fortement penser qu'il existe une Sailor pour chaque planète de notre système solaire. L'hypothèse se voit confirmée dans Sailor Moon S. On va donc passer à leur présentation. Sailor Uranus, c'est ma Sailor préférée. Attends, mais c'était pas Sailor Mars ta préférée? Oui, mais Sailor Uranus est beaucoup trop badass. De toute façon, ma passion est bien trop grande pour se limiter à une seule Sailor. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est son look garçon manqué. Grande taille, cheveux courts, elle est très forte physiquement, elle est directe, parle sans détour, elle est déterminée, têtue, et elle est aussi très masculine sous sa forme civile, Haruka. Bien qu'elle soit biologiquement une femme, Haruka s'habille en homme. Elle ne cache pas son goût pour la jante féminine, et elle ne peut s'empêcher de draguer toutes les filles mignonnes qu'elle rencontre. Elle est d'ailleurs prise pour un garçon par Usagi et Minako au début. On comprend rapidement qu'Haruka est en couple avec sa partenaire, Michiru, alias Sailor Neptune. Si Sailor Uranus représente la masculinité, Sailor Neptune est la féminité. Douce, belle, posée, raffinée, et évidemment admirée par Usagi et ses amis.
Sailor Uranus est aussi la Sailor placée sous la protection de la planète Uranus, la planète du vent. Elle est donc la guerrière des cieux. Son nom complet, Haruka Tenno, peut d'ailleurs se traduire par roi du ciel. Ce qui est paradoxal, parce que son attaque, le World Shaking, est plutôt liée à la Terre. Sailor Neptune est quant à elle placée sous la protection de la planète Neptune. Elle est la guerrière des océans et des abysses. En civil, elle s'appelle Michiru Kaio, qui peut être traduit par roi de la mer. Ses attaques sont en rapport avec le milieu aquatique, et elle semble également posséder des pouvoirs de divination. Sailor Uranus et Sailor Neptune font partie, comme Sailor Pluton, des Uter Senshi, les guerrières chargées de protéger le système solaire externe, donc des ennemis venant de l'extérieur. Elles ne sont pas censées quitter leur poste de garde, ni se mêler aux autres Sailors. Cependant, après les événements qui se sont déroulés dans leur vie antérieure, la donne a changé. Pour les détails, je vous renvoie à une petite vidéo que j'avais faite, dans laquelle je vous raconte l'histoire de la vie antérieure de Sailor Moon et des autres Sailors. Neptune et Uranus se sont réveillés sur Terre au XXe siècle, en se réincarnant en humaine. Neptune est la première à se réveiller grâce à ses pouvoirs extra-lucides, elle reçoit pratiquement la même vision d'Apocalypse que Rei, et elle parvient à localiser et à rejoindre Sailor Uranus, qui s'éveille à son tour. Et c'est également à ce moment-là qu'elles deviennent amantes. Et il est temps de parler de l'éléphant dans la pièce. Sailor Moon S met en scène une relation homosexuelle entre femmes, dont l'une est androgyne et s'habille en homme. Bon, vous me direz, on a déjà eu droit à un couple homosexuel avec Zoisite et Kunzite dans la saison 1, mais c'était un couple moins présent à l'écran, car il arrivait tardivement dans la saison. C'était aussi un couple qui n'existait pas dans le manga, et c'était un couple du côté des méchants. Avec Neptune et Uranus, on a un couple établi pratiquement dès le début de la saison 3, qui a une présence centrale à l'écran, qui existait déjà dans le manga, et c'est un couple du côté des Sailor, le groupe de gentils qu'on va prendre plus naturellement comme modèle. Donc, vous vous doutez bien que, comme pour le couple Zoisite-Kunzite, le couple Uranus-Neptune n'a pas été épargné par la censure à l'étranger. En France, Haruka et Michiru sont devenues des cousines, entretenant un lien très fort. Comme il n'y a pas beaucoup de contact physique entre elles et que tout passe beaucoup par le dialogue, j'imagine que ça devait être plus simple à censurer. De plus, au début, Haruka est doublée par un homme en français, vu qu'elle s'habille en homme et qu'elle drague des filles. Cependant, lorsque son genre est révélé, elle est doublée par une femme et elle est présentée comme une fille avec une voix d'homme. Et en français toujours, elle porte également un prénom unisexe, Frédéric. Comme toujours, la censure est irrespectueuse pour l'œuvre d'origine. Mais surtout, je tenais à souligner un fait important. Naoko Takeuchi a dit, répété et insisté sur le fait que seules les femmes peuvent se transformer en guerrières Sailor, quelle que soit leur apparence ou leur attirance sexuelle. C'est un point qui prendra toute son importance dans la suite de la franchise. En tout cas, toute trace d'homosexualité équivoque a tout simplement été supprimée de la saison. Mais il faut aussi savoir que même si l'anime n'a pas subi de censure au Japon, ça n'a pas empêché le fait que les personnages de Neptune et Uranus ont été très controversés parce que la série était diffusée auprès d'un jeune public. Donc oui, il faut parler de la censure parce qu'elle est présente et que c'est pas bien, mais il faut aussi relativiser. Même s'il n'y avait pas de censure sur la série d'origine, ça n'a pas empêché les personnages de se retrouver au milieu de nombreux débats et polémiques. Laissons de côté ce débat polémique mais ô combien intéressant. D'ailleurs, libre à vous de le continuer respectueusement dans les commentaires. Revenons plutôt au rôle de Sailor Uranus et Sailor Neptune dans l'intrigue. Même après avoir fait connaissance avec Sailor Moon, Uranus et Neptune refusent de s'allier avec les Inner Senshi. Elles ne voient pas l'intérêt, car d'une part, Uranus et Neptune sont plus fortes que les Inner Senshi. C'est un fait indéniable. On voit que leurs pouvoirs sont plus puissants, et surtout, très efficaces contre les démons des Deathbusters. D'autre part, on l'a déjà dit, elles sont prêtes à faire des sacrifices si cela s'avérait nécessaire pour arrêter le silence. Elles ne le feront pas de gaieté de cœur évidemment, mais elles sont partisanes du mal nécessaire si ça peut leur permettre de sauver le plus grand nombre. Uranus et Neptune peuvent apparaître comme méprisants, pragmatiques et bornés, mais comme leurs personnages sont bien développés tout au long de la saison, on apprend à les apprécier. Elles apportent vraiment de la nouveauté et de l'originalité dans le groupe des Sailor. Elles permettent de confronter leur vision du combat, qui possède des arguments solides et compréhensibles, à celle du Sagi. Elles critiquent à plusieurs reprises la naïveté du Sagi, qui refuse de sacrifier des gens, qui veut privilégier le dialogue, les solutions alternatives, le travail d'équipe, etc. Non seulement c'est très intéressant de voir de véritables dissensions au sein des Sailor, en même temps qu'on en apprend davantage sur la hiérarchie entre Inner et Outer Senshi et leur mentalité, mais en plus, cela permet d'apporter un éclairage nouveau sur le positionnement du Sagi sur le combat. Désormais, on sait que si Usagi refuse parfois le combat, ce n'est pas par faiblesse ou couardise, c'est parce qu'elle refuse le combat pour le combat. Son but est de préserver la vie et le bonheur de tous, et elle est véritablement prête à tout pour éviter les sacrifices.
Elle se battra elle-même jusqu'au bout pour sauver tout le monde. Cette saison marque un vrai tournant positif dans l'évolution du personnage d'Usagi. Non seulement elle est devenue une véritable guerrière qui sait pourquoi elle se bat, mais elle nous montre aussi qu'elle a bien l'étoffe d'une reine, titre qu'elle obtiendra, on l'a vu, dans le futur. Son souci principal est le bien de tous, et elle cherchera constamment la solution adéquate pour y parvenir. Alors certes, ça peut paraître un peu idéaliste comme vision des choses, voire naïf comme le souligne si bien Neptune et Uranus, mais Usagi est tellement sincère et déterminée quand elle en parle qu'on y croit à fond. Elle est l'héroïne de l'histoire, et quand elle dit qu'elle va sauver tout le monde, même si la situation est désespérée, elle me vend un rêve de fou. Pour clôturer cette première partie, on aimerait vous raconter comment se termine la quête des 3 talismans. Cette mi-saison est très riche en émotions et surtout en révélations, donc si vous ne voulez pas être spoilé, on va mettre un timecode. Sachez cependant qu'on en reparlera dans la deuxième partie de notre leçon. Sur les 3 talismans, 2 étaient en fait cachés dans les cœurs de Sailor Neptune et Sailor Uranus. Ce que j'apprécie, c'est que pour une fois, la révélation n'est pas trop facile à deviner. Du coup, on est beaucoup plus sensible à l'aspect tragique de la situation. Et là, on assiste à l'une des scènes les plus cultes de Sailor Moon. La mort de Sailor Neptune et le sacrifice de Sailor Uranus, d'une part pour que Sailor Moon récupère son talisman, et d'autre part parce qu'il était trop douloureux pour elle de vivre en ayant perdu la personne qu'elle aime. Je vous jure que rien que d'en parler, ça me fait monter l'émotion. Si on devait faire un top des scènes les plus émouvantes ou les plus marquantes, celle-ci aurait une place de choix. Elle ne serait d'ailleurs pas la seule de cette saison. Mais ça c'est pour plus tard. Bon, si vous avez bien compté, vous constatez qu'il nous manque encore un talisman. Eh bien on n'est pas au bout de nos surprises, parce que la mort de Neptune et Uranus est suivie de l'arrivée de Sailor Pluton. Vu le caractère exceptionnel de la situation, Pluton a eu l'autorisation de quitter son poste. Je rappelle qu'elle est chargée d'empêcher quiconque de traverser la porte du temps. Et nouvelle révélation, c'est elle qui possède le dernier talisman. Les talismans ont chacun une forme particulière en fonction de la Sailor. Le talisman de Neptune est un miroir, celui d'Uranus un sabre, et celui de Pluton est le fameux grenat qui orne le sommet de son sceptre. Et une fois leur puissance révélée, ils font effectivement apparaître le Graal. Sailor Moon réussit à s'en emparer, et grâce à son pouvoir, elle peut se transformer en Super Sailor Moon, d'où le titre de la saison, Sailor Moon Super, t'as compris. Et elle bat l'un des lieutenants des Deathbusters. Sailor Moon serait-elle donc le fameux messie de la prophétie? Bah ça, il faudra regarder la deuxième partie de la leçon pour le savoir. Maintenant, vous avez un petit aperçu de cette première moitié de saison. Cependant, Sailor Moon S nous réserve encore d'autres surprises et d'autres révélations importantes. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui en fait notre saison préférée. Mais tout ça, on vous en parlera dans la deuxième partie de la leçon. On espère que cette première partie vous a plu, et en attendant la suite, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter, et surtout de partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour la suite de Sailor Moon S. Bye!